Now. On sait qu'en ces temps électoraux, les éditeurs sont friands d'essais ou de romans qui ont pour cadre les élections. Et au vu des nombreuses publications sur le sujet ces derniers mois, on peut constater également que la vie politique travaille les écrivains. Alors que ce soir, on l'a entendu dans le journal d'Antoine Mercier, les deux candidats en lice pour l'investiture présidentielle de dimanche prochain, Nicolas Sarkozy et François Hollande, débattront ensemble à la télévision. La Grande Table a invité deux auteurs à discuter de fiction et de réalité, de littérature et de politique. L'un est un célèbre journaliste américain du New Yorker. Il a écrit sur le génocide rwandais, sur la guerre en Irak, sur Abu Ghraib, sur les élections américaines, sur Jean-Marie Le Pen également, mais aussi sur les révolutions arabes plus récemment. L'autre est un jeune romancier et réalisateur français qui s'intéresse de près et par son art au monde qui l'entoure. Tous les deux publient en ces temps de forte actualité politique un ouvrage, l'un sur la forme d'une enquête essai, l'autre d'un recueil de poésie. Tous ces deux ouvrages ont pour objet un seul et même pays, la France, un seul et même contexte, les années 2007-2012, un seul et même homme aussi, Nicolas Sarkozy. Philippe Gourevitch et Chabi Molia sont les invités de la Grande Table aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Philippe Gourevitch, je le disais, vous êtes un célèbre journaliste du New Yorker, grand reporter dans cette revue américaine depuis une douzaine d'années. Vous avez également été rédacteur en chef de The Paris Review, l'ancêtre, on peut dire comme ça en tout cas, de la revue Feuilleton qui consacre des essais, des entretiens avec des romanciers. Vous êtes l'auteur de 3 livres, dont le plus fameux fut celui consacré à l'histoire du génocide rwandais, récompensé notamment par le National Book Award et qui a été traduit sous le titre « Nous avons le plaisir de vous informer que demain nous serons tués avec nos familles ». Votre avant-dernier livre s'intitulait The Ballad of Abu Ghraib, je le dis en anglais parce qu'il n'a pas encore été traduit en français. Il s'interrogeait sur les exactions américaines perpétrées durant la guerre d'Irak. Et avec No Exit, qui vient de sortir aux éditions Alia, c'est à la présidence de Nicolas Sarkozy que vous vous êtes intéressé. Quant à vous, Chabi Molia, vous êtes donc un écrivain, un réalisateur, et vous signez Grandeur de S. Le S sur la couverture des éditions du Seuil est en majuscule et en rouge. C'est un livre qui est apparu il y a quelques semaines. Première question à tous les deux sur l'origine de ces deux livres, sur la motivation tout simplement de ces deux livres consacrés au président sortant, mais aussi à un portrait de notre France contemporaine. Je sais, Philippe Gourevitch, que c'était une commande du New Yorker dans votre cas. Et dans votre cas, Chabi Molia, vous mettez pour ouvrir votre livre, un avertissement au lecteur que je lis. Nous sommes tous sarkoziens. Alors, est-ce que tous les deux, vous avez, on peut dire, cédé à une fascination ou est-ce que c'est une passion française? Chabi Molia. Moi, c'est un livre involontaire, en fait. Et c'est la première fois que ça m'arrive. C'est-à-dire que j'étais au beau milieu de tout à fait autre chose au printemps 2007. J'écrivais d'ailleurs un recueil de poèmes, mais dans une veine toute intime, enfin voilà, pas du tout centré sur la vie politique française. Et puis je me suis trouvé dans cette situation de pouvoir faire rien d'autre qu'écrire. Notamment, ça a commencé un peu avant le premier tour, enfin quand la victoire de Nicolas Sarkozy devenait très probable. Et j'étais dans cette situation un peu troublante, assez inquiétante sur le plan psychiatrique, qui était que je ne pouvais rien faire d'autre chaque matin qu'écrire sur Nicolas Sarkozy. Ça m'a fait très peur, en même temps ça m'a intéressé, parce que je me suis dit finalement, qu'on le veuille ou non, on est avec lui. Et peut-être même, il est avec nous. Il nous habite. C'est pour ça que j'écris de manière paradoxale. Nous sommes tous sarkoziens. C'est pas, évidemment pas une profession de foi. C'est plutôt une sorte d'état des lieux préliminaire avant de commencer ce livre. Et voilà. Ensuite, ça m'a aidé. En fait, j'écrivais pourquoi ? J'écrivais parce que je comprenais pas très bien ce qui nous arrivait, ce qui m'arrivait à moi, mais ce qui nous arrivait à nous tous. Je comprenais pas bien ce qu'était le sarkozysme. Je comprenais pas bien ce qu'était, vous avez prononcé le mot, à mon avis, qui est le plus intéressant, c'était une passion française, une passion collective. Et je sais d'ailleurs toujours pas 5 ans plus tard ce que j'ai compris, si d'ailleurs il y a quelque chose à comprendre, mais il y avait quelque chose de très fervent, beaucoup plus qu'aujourd'hui d'ailleurs. Quelque chose d'un élan comme ça collectif. Je me suis dit, bah voilà, je vais essayer d'écrire pour y voir un peu plus clair. Philippe Gourevitch.
Pour moi, c'était pas exactement une commande, c'était une volonté. Mais à ce moment, c'était l'année passée, pendant la guerre à Libye et pendant la crise, bien sûr, européenne de Eurozone, où on a commencé à voir que ça peut être un grand désastre pour l'Europe, mais pour nous aussi, pour le monde. Et c'était dans ma tête, bien sûr, qu'à 2007, c'était le président le plus populaire du 5e République. Mais à ce moment, l'année passée, il était le moins populaire de l'histoire de la 5e République. Alors, la chute de Sarkozy était intéressante pour moi, en même temps qu'il est arrivé sur un étage international très visible. Il était là, à côté de Angela Merkel, pour négocier une solution, chercher une solution ou chercher une manière une piste dans cette crise européenne. Et il était là comme leader de la guerre contre Kadhafi. C'était aussi dans ma tête qu'il a commencé son présidence avec Kadhafi. Son grande réussite de première année, c'était avant la conquête de Karla, c'était la conquête de Kadhafi pour libérer les infirmières bulgares. Et puis, il était humilié la première fois et il a commencé sa chute dans les sondages aussi, la première fois avec la visite de Kadhafi. Alors, pour moi, c'était les frontières, les lignes d'une très grande étude d'un caractère, d'une politique et de la France. Qu'est-ce que c'est la position de la France si elle aime comme ça quelqu'un, elle déteste comme ça quelqu'un dans une courte période? C'est le problème de lui, c'est le problème de la France, c'était ça. Cette passion française qu'on retrouve. Chabi Molia disait que pour lui, ça avait été un acte de désarroi qu'il avait commencé à écrire avant donc l'élection en 2007, quand tout le monde d'ailleurs était plutôt élogieux justement à l'égard de Nicolas Sarkozy, que même des gens de gauche se ralliaient à lui. On pourrait dire, Philippe Gourevitch, que dans votre cas, c'est plutôt donc un double étonnement, puisque vous parliez de ce glissement d'un amour, d'une ferveur en 2007 à une grande impopularité que sont ces derniers temps aujourd'hui. Donc, premier étonnement devant l'aspect critique à son égard, aussi bien peut-être d'une partie de l'opinion française que des intellectuels ou des journalistes. Et deuxième étonnement devant une personnalité, non ? Une personnalité que vous jugez, en tout cas, Philippe Gourevitch, extrêmement complexe. Oui, je trouve qu'il est très complexe. Pour moi, je n'ai pas arrivé à ce travail avec une opinion. Pas du tout. Pour moi, Sarkozy, j'étais un peu ignorante. Bien sûr, j'ai lu les journaux et tout ça, mais je n'ai pas une expérience, je n'ai pas une passion. C'est exactement l'inverse que vous. Parce que pour moi, c'était... Qu'est-ce que c'est l'histoire avec lui? Comment c'est comme ça? Mais c'était visible au début, même avant la présidence, quand il était ministre de l'Intérieur, que c'est quelqu'un avec une énergie, une présence très vivide, très complexe. Il s'impose très fortement sur la France, sur le langage, la manière, le style aussi d'être président ici après Chirac. Et pour moi, c'était ça. Moi, j'ai vu un caractère très, très complexe. Et j'ai pensé même que si on va avoir une élection l'année prochaine, quand j'ai fait ce travail, il y a un seul candidat, c'est Sarkozy. Il est Sarkozy contre Sarkozy. Et c'est lui qui était l'obstacle toujours de ses réussites. C'est lui qui est... c'était pas l'opposition française qui a fait les problèmes pour lui, comme par exemple Obama. C'est lui qui était toujours dans une lutte avec lui-même. Et cette complexité est très intéressante comme caractère de littérature, même caractère et leader de politique. Oui, parce que vous écrivez, Philippe Gourevitch, ce qui rebute les Français n'est pas tant sa politique que son style. L'antipathie est personnelle. Chabi Molia, sur cet aspect des choses. Oui, il y a un aspect que j'ai trouvé intéressant dans votre livre, c'est justement l'accent mis sur le style. Moi, finalement, quand j'écrivais ce livre, je me disais, j'écris aussi pour savoir ce qui reste. Et c'est très compliqué de savoir ce qui va rester
quand on est face à un personnage qui produit autant d'événements. C'est une machine à créer de l'événement. Je suis assez d'accord avec l'idée que c'est le seul candidat. En tout cas, c'est la superstar de la vie politique française. D'ailleurs, depuis bien plus qu'il y a 5 ans, ça fait déjà 10 ans qu'il est la superstar. Et c'est assez compliqué de faire le tri, de se dire mais dans ce qui se propose à moi aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, qu'est-ce qui va rester? Et d'ailleurs, quand j'écrivais, au moment de faire le tri pour publier, il y a plein de choses que j'ai laissées de côté en me disant mais tiens, je me suis laissé avoir. Ça, j'ai cru que c'était important, puis en fait, ça l'était pas. 3 mois après, on se rend compte, voilà. Et là, au bout de 5 ans, je me dis qu'est-ce qui reste? Donc c'est quelqu'un qui n'a pas voulu faire de musée, ce qui est peut-être pas plus mal d'ailleurs, parce que chaque président veut faire un musée dans Paris. D'un point de vue législatif, j'ai pas le sentiment qu'il y ait grand-chose. En revanche, je me dis il y a vraiment eu une révolution stylistique, et cette révolution stylistique, elle est d'ailleurs, aujourd'hui François Hollande, il en est l'héritier, qu'il le veuille d'ailleurs ou pas, hein, mais il est le produit lui-même de ce changement de forme du président qu'a initié Sarkozy. Et cette révolution stylistique, elle a été d'abord fascinante. C'est-à-dire les gens ont aimé le style Sarkozy, maintenant ils le détestent, mais il restera avant tout pour son style. Et la présidence normale qui aujourd'hui s'annonce de François Hollande, elle est en réaction à l'hyper-présidence de Nicolas Sarkozy, mais elle est aussi une façon de renoncer au monarchisme présidentiel, ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'est surtout pas un monarque, c'est un chef de gang, il y a plein d'images qu'on peut avoir, mais c'est absolument pas un roi. C'est absolument pas dans ce cadre-là qu'il s'est inscrit. Il a rompu avec la tradition monarchique française. Et en même temps, une très forte personnalisation que vous relevez sous la forme d'un poème, puisque je rappelle, Chabi Molia, que votre livre est un recueil de poésie, de façon très protéiforme. On reviendra sur les différentes formes que vous avez choisies pour écrire. Je vais lire juste une page 73, qui dit cette personnalisation du pouvoir, pour donner ensuite la parole à Philippe Gourevitch sur la façon dont lui a personnalisé les choses dans son propre livre. Le capitalisme, c'est moi. L'ordre nouveau, c'est moi. L'économie, c'est moi. Les ministres, c'est moi. Votre télévision, c'est moi. Carla Bruni, c'est moi. Le renouveau, la tradition, c'est moi. Vos pensées nonchalantes, c'est moi. Le changement, c'est moi. L'air froid du soir, c'est moi. Et les bons résultats et les bonnes réformes, le bonheur des voisins à peine dissimulé, le courage, c'est moi. Tous ensemble, c'est moi. Tous derrière moi, c'est moi. Ce moi, chez vous, Philippe Gourevitch, apparaît beaucoup plus dans la comparaison ou le rapprochement que vous pouvez faire avec les Napoléons. Napoléon Ier, Napoléon III, si je retrouve cette page, à un moment... Page, je crois que c'était 16. page. Oui, non, c'est un petit peu après parce que c'est page 80, pardon. Sarkozy n'a pas tiré de crédit de cette histoire de Kadhafi. La veille, Carla Bruni accouchait d'une fille, faisant de Sarkozy le premier chef d'État français depuis Napoléon III à engendrer un enfant pendant son mandat. Maintenant, il était aussi le premier chef d'État depuis Napoléon Ier à pouvoir dire qu'il avait gagné une guerre, mais n'en a rien dit. C'était après l'intervention en Libye contre Kadhafi. Philippe Gourevitch. Donc sur cette personnalisation, Chabi Molia disait il a rompu avec la monarchie du pouvoir, quoique. Je pense que ce qui est très intéressant, c'est on parle de son style parce qu'il n'a pas une idéologie. Il ne représente pas une tradition politique particulière idéologiquement ou de droite ou de gauche claire. Il est fait une distance entre lui et la gauche de Gaulle, gaulliste d'avant, et il n'est pas un homme traditionnel comme ça. Et en même temps, c'est que la position d'être président de la France est beaucoup diminuée à cause de l'Europe. On ne contrôle pas les mêmes choses, on n'a pas le même pouvoir qu'avant. Et c'était quelque chose que m'avait dit Marine Le Pen, et en même temps, Jacques Attali, avec presque la même analyse de côtés totalement opposés. Et c'est qu'il ne contrôle pas les frontières, il ne contrôle pas l'armée, la sécurité comme ça, le peine de mort, la monnaie. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la personnalité. Et ce n'est pas seulement parce qu'il a une personnalité forte. Et c'est vrai qu'il n'est pas un monarque, mais il a essayé toujours de faire ça lui-même, tout ce qu'il a fait. Et je pense qu'on reste aussi avec le style parce qu'il n'avait pas fait beaucoup. Et je ne sais pas ses opposants qui m'avaient dit ça, c'est ses supporters et même ses collaborateurs, les gens qui ont travaillé avec lui, qui ont dit, en effet, enfin, il fait des discours,
Il change le style, il change le discours, mais il ne change pas les politiques et il ne fait pas des réformes. Il dit oui, les réformes. Il n'a pas fait. Et parce que quand il arrive à pouvoir, il était en train d'une crise personnelle énorme, historique. Je ne sais pas s'il y a des autres, mais je pense qu'il n'y a pas des autres chefs d'État qui étaient abandonnés par ces femmes au moment de prise de pouvoir ou après. Même après être président ou chef d'État. On reste marié avec un ménage compliqué peut-être, mais ça va. Et alors pour lui, c'était une crise personnelle et ce n'était pas une crise politique. Et c'était pendant son première année et son humiliation par Kadhafi, c'était la traduction de cette humiliation privée dans un niveau politique. Et à ce moment, on a parlé toujours de Fouquet, c'est de Layat, mais c'était très important que c'est lui, c'est l'histoire de Sarkozy et pas de la France qui était avant tout le monde à ce moment. Ce qui reste, dites-vous, Philippe Gourevitch, c'est sa personnalité, ce qui peut poser un certain nombre de questions, non seulement aux écrivains que vous êtes, mais après aux citoyens que nous sommes. Parce que s'il reste une personnalité, ça ne fait pas grand-chose sur un quinquennat de 5 ans, surtout quand on a traversé une crise européenne. Et d'ailleurs, le sous-titre de votre livre, Philippe Gourevitch, est assez révélateur de ce point de vue-là. Nicolas Sarkozy et la France peuvent-ils trouver une issue à la crise européenne? Je rappelle que le titre de votre livre, c'est No Exit. Alors, No Exit fait évidemment référence à Sartre, puisque c'est la traduction américaine de huis clos, mais No Exit, c'est aussi sans issue. Donc, quand on referme votre livre, on se dit que malgré cette forte personnalité, Nicolas Sarkozy ne peut répondre positivement à la question que vous posez en sous-titre. Et vous faites l'un et l'autre, en tant qu'écrivain, cette fois, la liste des temps forts et des temps faibles de ce quinquennat. Parce qu'au-delà de la personnalité, il faut bien essayer d'écrire sur quelque chose. Alors on voit un certain nombre d'affaires, Philippe Gourevitch, Karachi, Bettencourt, Clearstream et autres, mais on voit aussi dans votre livre Chabimolia un passage, et là vous retrouvez vraiment ce glissement dont parlait Philippe Gourevitch tout à l'heure, le glissement de l'euphorie des premiers jours au désamour qui a suivi et qui se termine par un très fort espoir de renouveau, de changement. Vous terminez en disant, en prenant la parole de Nicolas Sarkozy, je reviendrai parce que ce qui restera, c'est moi finalement. Oui, c'est peut-être le texte que je lirai tout à l'heure. Mais oui, on reste sur l'idée d'une passion et d'une violence des sentiments avec un renversement très improbable. Moi, j'ai le souvenir qu'en 2007, à peu près personne ne pensait que Nicolas Sarkozy pouvait se retrouver dans la situation dans laquelle il est en 2012, c'est-à-dire avec un désaveu aussi cinglant qui s'annonce. Et c'est ce qui rend le personnage assez complexe finalement. Moi, je rejoins complètement Philippe Gourevitch là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut en faire un livre. Si c'était pas un personnage complexe, il y aurait... romanesque, voire un personnage romanesque. Et un personnage même, je dirais, romanesque français. C'est-à-dire que c'est un mélange de splendeur et de misère, de grandeur et de petitesse. Et surtout, de manière assez inattendue pour moi, en tout cas, qui ai commencé à le suivre en 2007, de bouffonnerie, mais aussi de gravité et de mélancolie. C'est-à-dire, il y a une dimension mélancolique dans le personnage, parce qu'il y a la dimension d'un désamour qui certes s'inscrit dans la sphère privée pour commencer, mais la sphère privée est comme l'image concrète de ce qui s'est passé avec le peuple français. C'est l'histoire d'un homme que la foule abandonne, c'est l'histoire d'un homme que l'euphorie quitte, c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve à l'épreuve du pouvoir, dans une forme de solitude, dans une forme et face à une haine excessive aussi, parce que tout devient détestable chez lui. Et ceux qui l'aimaient le plus, c'est-à-dire les journalistes, deviennent... Aujourd'hui, c'est terrible, par exemple, quand il pourfend les médias, on se dit c'est incroyable parce que les médias l'ont tellement cajolé, il a tellement été leur matière première, il les a tellement servis. Et aujourd'hui, il y a aussi ce désamour-là. Philippe Gourevitch. Oui, je suis en accord, mais je pense qu'il y a une dimension de ça qui est très intéressante, c'est qu'on ne parle pas de la politique. C'est un président, et on ne parle pas de la politique parce qu'il n'a pas de politique. Et vos livres ne parlent pas réellement de politique. Son drame était personnel ou de style ou de discours. Il a fait des grands discours. Il a
évoqué des grandes émotions avec ses discours qui sont comme les discours de Front National. Il a fait des autres discours ici et là, mais effectivement, on ne parle pas de la substance. Et même dans la campagne, je trouve qu'on ne parle pas de les grands problèmes, la crise, comment on va positionner dans l'Europe. Oui, Hollande a commencé à dire on va renégocier ça, mais ce n'est pas un grand débat déjà. On n'a pas écouté comment on va faire ça vraiment. Qu'est-ce que c'est d'être la France face à l'Allemande et être ensemble et séparés? C'est la crise de l'Europe. Ce n'est pas seulement une crise financière. C'est une crise d'être un pays qui n'est pas seulement un pays, qui est un morceau d'une union plus grande et on ne peut pas sortir d'un ou l'autre. Alors, l'identité d'être français, et ça, c'est une substance réelle qui est non dit. Et Sarkozy n'a pas trouvé un moyen d'exprimer politiquement la situation réelle des Français pendant son période. Politiquement, il a trouvé des discours. Et je trouve que... Vous évoquez le discours de Grenoble, Philippe Gourevitch, oui, le discours sur de Grenoble. la chasse aux Roms. Hein. Oui, c'est le discours de Grenoble, mais c'est aussi les discours qu'il a fait quand il parle toujours d'être sans corruption, de changement, de rupture avec l'histoire française, de faire des choses dans une manière traditionnelle. Mais il est encerclé par des scandales énormes. Et il est toujours une histoire de comment Sarkozy va sortir de ses problèmes, mais pas comment Sarkozy va sortir la France de ses problèmes. Vous parlez tous les deux d'histoire, c'est intéressant parce que dans votre livre Chabi Molia, le mot histoire revient souvent, parce que vous disiez tout à l'heure c'est l'histoire d'un homme, mais c'est aussi l'histoire d'un homme qui aime raconter des histoires. Cette histoire est pour vous, c'est mon histoire à moi, dans l'histoire qu'on vous raconte, mon récit n'est pas fini, mon deuxième roman sera familial et sucré, et ça me permet, à travers l'histoire, d'aborder la question de la forme de votre livre Chabi Molia, Grandeur de S, puisque Philippe Gourevitch vient d'évoquer à l'instant les discours. Chez vous, un discours en particulier, parce que vous lui consacrez une page entière, un discours qui a compté dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'était le fameux discours de Dakar, le 26 juillet 2007, qui devient, sous votre plume, les Sarkoziens aux Africains, et dont j'aimerais juste lire un petit passage. Vous tous, petits frères de l'homme, timides enfants d'Afrique, chassez vos peurs dans l'ombre vaine, les griots improductifs vous occupez du temps, enfants d'Afrique. Comme nous vous aimons, nous épuisons notre prudence à vous dire ceci, il est temps. Ah, le rire noir, le rythme noir, les bonnes vieilles légendes noires, tout cela est délicieux, mais il est temps d'essayer le progrès stupéfiant, quelque aventure à vous enorgueillir. Quittez là vos habits râpés, vos coutumes fétides et votre humeur dominicale, il est temps de s'y mettre, bon sang, vieux enfants de l'Afrique. Papa Blanc doit partir, Papa Blanc ne peut pas tout faire, mais il vous dit ceci. Dehors, il y a le monde, et dans ce monde, il y a le temps qui passe. Le retour des saisons n'est pas le seul destin. Le temps qui passe, c'est là ce qu'il vous reste à découvrir. Papa Blanc a parlé. Sauvez-vous maintenant. Finalement, j'ai tout lu. Chabi Molia. Ça valait le coup. Une question donc sur cette forme que vous avez adoptée. Le choix du poème, le choix d'un recueil de poésie, est-ce que c'est lié, ça paraît aux antipodes du style que vous avez défini de Nicolas Sarkozy? Oui, il y a deux choses. D'abord, il y a l'acte, vous parliez d'un acte de désarroi. C'est vrai qu'au départ, je me disais, mais comment faire dissidence en 2007 par rapport à tous ces discours, à cette empathie générale qu'on éprouve pour cet homme et qui justement bougeait les frontières avec des gens de gauche qui se ralliaient, une fascination dans les médias de gauche également pour l'homme, etc. Et la poésie me semblait l'objet, disons, le plus lointain de l'homme Sarkozy en 2007. Donc il y avait quelque chose d'une forme de résistance désespérée à dire, face à la puissance de feu médiatique du sarkozysme, je vais aller chercher la forme littéraire la plus désuète, la plus clandestine qui soit, parce qu'aujourd'hui plus personne ne lit les poètes. Mais je pense que cette idée aurait tourné court s'il n'y avait pas eu aussi la sensation et la conviction que Sarkozy est tellement protéiforme, tellement rapide aussi, tellement déroutant, que finalement le poème, l'exercice quotidien du poème était ce qui me permettait de tenter de le saisir. Le poème a cet avantage d'être rapide, de jouer aussi parfois sur des bousculements de langage, comme le fait Nicolas Sarkozy, qui est poète malgré lui, mais qui a une invention verbale incroyable, notamment grammaticale, etc.
je me souviens, dans une émission récemment, il a dit j'ai mal impacté le poids du symbole. Vous voyez, par rapport au yacht de Vincent Bolloré, j'ai mal impacté le poids du symbole. C'est très nouveau comme manière d'employer le verbe impacter, qui déjà est à ses limites. Enfin voilà, il y a tout un tas comme ça de trouvailles. Il a dit il y a quelques jours, je ne me résignerai pas à l'aplatissement du monde. J'ai trouvé ça extraordinaire comme phrase. Il veut pas que la Terre soit plate. Voilà, donc c'est tout un tas de trouvailles, et je trouvais que la poésie finalement permettait un peu de coller au personnage, voilà, à son avancée et à sa multitude, à sa multiplication. C'est pour ça que je commençais en disant, moi je sais toujours pas qui vraiment est Nicolas Sarkozy au bout de 5 ans d'enquête poétique, parce que il est plein de choses à la fois, plein de choses en même temps. Philippe Gourevitch. Oui, et pour moi, c'était au même temps ces deux questions. Comment est-ce qu'il était le plus aimé et le plus détesté des présidents de la Ve République au même temps? Parce que s'il est plus détesté, il faut comprendre que c'est une réaction contre cet amour au début. Contre l'attente et l'espoir qu'il aurait pu susciter. Oui, et j'ai trouvé que, pour moi, j'ai essayé d'écrire ça dans un langage qui réfléchit, qui représente aussi l'énergie de ce monsieur et l'originalité. Parce que je pense aussi que ce langage est très intéressant. Et je trouve que, je sais que tout le monde ici dit généralement qu'il ne parle pas très bien, ou il parle dans une manière un peu bizarre. Moi, je trouve qu'il est plus ouvert que les Français généralement. Il n'y a pas les mêmes masques. Il n'évite pas les non-dits que tout le monde évite toujours. Il cherche de casser ces non-dits. Et il est contradictoire, il est hypocrite quelquefois, beaucoup de fois, mais il cherche toujours de dire quelque chose sans référence, je pense. Et ça c'est très intéressant pour moi de voir ça. Et j'ai pris par exemple cet morceau de les interviews, le long interview qu'il a fait avec Michel Onfray juste avant son élection. Et j'ai trouvé que c'est extraordinaire de voir un candidat présidentiel qui parle avec une ouverture et un regard de soi-même, de lui-même, qui est direct, qui est compliqué, qu'il peut dire j'ai peur, je ne peux pas il dit c'est impossible de connaître soi-même. Ça c'est intéressant de quelqu'un. Et c'est le problème que nous sommes en face comme écrivains. C'est le même problème pour lui. Et c'est le même problème pour la France. Mais c'est lui qui a dit ça. Ce n'est pas ses ennemis, ses opposants, son critique. Et en même temps, il y a beaucoup d'ironie dans votre livre, Philippe Gourevitch, de même qu'il y a beaucoup d'ironie dans le livre de Chamy Bolia. Vous disiez tout à l'heure, Philippe Gourevitch, que vous proposiez un regard dépassionné, justement, face à cette passion française qu'est Nicolas Sarkozy, que vous ne souhaitiez pas porter de jugement. Il se trouve que donc votre livre a d'abord été publié sous la forme d'un long article, une enquête essai, dit-on ici, dans le New Yorker en décembre, et qu'il vient d'être traduit donc, et augmenté par vous, par les éditions Alia. Cet article avait été présenté en France, notamment par Fabrice Rousselot dans Libération.fr, comme un portrait acerbe de Nicolas Sarkozy. Or, à la lecture de votre livre, c'est vrai qu'on a le sentiment d'un regard dépassionné, d'une absence de jugement, malgré quelques pointes ironiques que vous avez relevées vous-même, malgré quelques portraits à charge. Vous allez nous lire peut-être la page 16, Philippe Gourevitch, qui est votre portrait de Nicolas Sarkozy. Mais juste avant que vous nous lisiez cette page, est-ce que vous avez compris cette réception française? Bon, ça n'a pas rempli toutes les pages des médias, mais est-ce que vous diriez que quelqu'un comme Fabrice Rousselot, dans Libération, avait par exemple envie que le regard d'un Américain colle avec le désamour français? Mais c'est parce que c'était les Français qui m'avaient dit ça. C'était les Français qui étaient acerbiques avec lui. C'était leurs mots, c'était leur représentation que je essaie de représenter dans cette portrait. Moi, je suis arrivé, j'ai encerclé le président, je parle avec beaucoup de monde, avec des positions différentes, et il parle comme ça, et avec une violence aussi de langage, pas seulement d'esprit, mais aussi de langage. Et c'est une violence qu'il a introduite. C'est lui qui est comme ça aussi. Il cherche toujours les mots violents. Et alors, ce que j'avais écrit, je vous écoute, mettre dans vos propres mots. C'est comme ça. Parce qu'il est petit,
et aspire à la grandeur parce qu'il pense que la France devrait mener l'Europe et l'Europe le monde, parce qu'il est sans vergogne et impitoyable dans sa quête de pouvoir, et autocratique et éhonté dans sa façon de l'exercer, parce qu'il aime se mettre en scène et qu'il est aussi exhibitionniste et opportuniste que stratège et adroit, parce qu'il n'agit pas par idéologie, mais suit son instinct et ses impulsions, et parce qu'il présente lui-même comme étant à la fois conservateur et réformateur, un républicain et l'incarnation même de la France dans la tradition de l'État sémois, parce qu'il n'est pas arrivé au pouvoir grâce à sa naissance ou à son statut social, mais qu'il a pris d'assaut, convaincu que son destin était d'entrer dans l'histoire en changeant le cours, parce qu'il se donne comme un homme d'action qui méprise le snobisme des élites tout en brûlant d'envie de s'en faire accepter, parce qu'il excelle en temps de crise, mais s'embourbe facilement quand la pression se relâche, et parce qu'il cherche à faire valoir l'influence de la France à l'étranger pour redorer sa propre image aux yeux de son pays, Nicolas Sarkozy est souvent décrit comme un Napoléon en puissance, ce qui, généralement, n'est pas un compliment. Merci beaucoup Philippe Gourevitch, résultat de ce match, hein, Nicolas Sarkozy-Hollande déjà ce soir et puis bien sûr dimanche 6 mai, on verra bien ce qu'il adviendra. Merci beaucoup Philippe Gourevitch. No Exit vient donc de paraître aux éditions Aliag. Un grand merci Chabi Molia d'être venu à la Grande Table et pour votre livre Grandeur de S, qui est un vrai plaisir littéraire aussi à lire, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. C'est la fin de la Grande Table, on se retrouve demain.